Salut, bienvenue dans l'épisode 43 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode entièrement dédié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Alors oui, on est en 2021, on fait comme pour l'Euro. On a pris une petite année dans la vue, on sait pourquoi. Mais justement, on est quand même là pour en parler de ces Jeux Olympiques. Du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août, le monde entier va vibrer aux lumières et sous les projecteurs de Tokyo et des différents stades qui vont accueillir donc les athlètes du monde entier. Avec nous, pour en parler aujourd'hui, on accueille Rémi. Ça va Rémi ? Salut Olive. Première intervention dans Renard des Surfaces, ça faisait longtemps que t'étais au bord, que t'allais y aller et t'es avec nous aujourd'hui, super cool. Ouais, bah écoute, on change un peu de sujet, un sujet qui est plutôt sympathique aujourd'hui et d'actualité, donc l'Euro est passé, maintenant on enchaîne. Hein. Allez, on va trouver des vrais sujets alors du coup, non je déconne. Mais justement pour parler des vrais sujets, on a aussi besoin d'un vieux de la vieille, on va demander à Martin de venir avec nous, ça va Martin ? Ah, très bien. Passion de voir ces JO commencer. Ah ouais, c'est sûr, c'est un sacré événement. Alors justement, pour en parler tous les trois ensemble, ces Jeux Olympiques, donc ils vont se dérouler, on l'a dit, du vendredi 23 juillet. Donc ça commence cette semaine là, dès vendredi soir. Je sais pas d'ailleurs à quelle heure est la cérémonie d'ouverture, mais c'est au Japon, donc à mon avis, ça va être compliqué de la regarder à des horaires décentes en France. Ça va être je crois qu'elle est à 4h du matin, 4 ou 5h, voilà. Ou 3, 4h. Typiquement, ça peut s'enchaîner, je veux dire, entre la mi-temps d'une finale NBA éventuellement, mais à mon avis, ça durera pas jusque-là, les finales NBA. Hein. Soit on a un lève-tôt, soit on a un couche-tard. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, du 23 juillet au dimanche 8 août, 33 sports, 50 disciplines, 339 épreuves, les 32e JO d'été de l'ère moderne. Alors, on dit ère moderne parce qu'il y a eu une ère tout simplement ancienne, une vieille histoire des JO. On parle aujourd'hui de beaucoup de disciplines, on parle de beaucoup d'athlètes, mais avant, c'était bien différent et peut-être beaucoup plus simple que ça. Faut juste savoir que Pierre de Coubertin les a réactualisés donc fin 19e siècle, et puis en précisant que c'était à chaque fois dans un pays différent, en mettant tous les 4 ans. Et en y pensant, bien sûr, que c'était les amateurs qui devaient y participer et non les professionnels. Alors, il y a eu l'évolution qu'on connaît aujourd'hui, mais à la base, c'était vraiment fait les JO pour les amateurs et pour chaque pays ou dans plusieurs pays avant. Et on s'inspire des jeux traditionnels, donc de l'Antiquité grecque, où les différents athlètes venaient tester leur force et leurs aptitudes sur des jeux d'adresse et des jeux sportifs, tout simplement. Ouais, il faut retracer ça, c'est l'époque grecque, hein, donc inventé par les Grecs avec je connais pas toutes les épreuves qu'il y avait en Grèce, mais il les a remis au goût du jour avec les épreuves actuelles. Donc ça a commencé en 1896 à Athènes, les premiers jeux de l'ère moderne. Il faut bien que j'ai précisé de l'ère moderne avec différentes épreuves, je crois qu'il y en avait une dizaine à l'époque. Comme tu as précisé, il y en a 33 aujourd'hui, donc ça fait beaucoup, hein. Ça fait une évolution, je dirais, très rapide, très formalisé avec le CIO qui contrôle toutes les épreuves, bien sûr, hein, puis il y en a même 5 qui sont nouvelles cette année. Mais ça a été remis au goût du jour, comme il dit. Donc les JO de l'ère moderne, c'est bien précis. Le CIO, c'est le Comité international olympique, c'est l'organe qui gère, administre, coordonne toute l'organisation des épreuves olympiques et même simplement des jeux. Depuis leur création, c'est pour ceux qui sont vraiment fans du foot, c'est l'équivalent de la FIFA aujourd'hui. Donc c'est la plus grande instance. La plus grande instance en termes de compétition olympique, que ce soit pour les Jeux olympiques d'été, mais aussi pour les Jeux olympiques d'hiver. C'est vrai que ces jeux de l'ère moderne, alors ils génèrent quand même pas mal de souvenirs. Moi, je sais pas, on est tous plus ou moins des aficionados du sport. On regarde régulièrement du sport. Les Olympiades, on a plus ou moins l'occasion, en fonction de ce qu'on fait, de nos vacances, de notre activité, de les regarder. Alors certaines épreuves plus que d'autres, mais forcément, je sais pas, les garçons, les Jeux Olympiques, ça laisse des souvenirs. Vous avez peut-être, Martin, de ton côté, quelque chose qui te vient à l'esprit quand on te parle de JO. T'as peut-être une performance, un souvenir de famille devant la télé, un moment un peu lunaire. Je dirais que pour moi, les premiers souvenirs, enfin les premiers JO que j'ai vraiment vécu, c'est ceux de Sydney. Donc j'ai vraiment l'image de l'opéra et compagnie, enfin vraiment l'encadre, enfin tout ce qui est autour des JO, les images à la télé. Avec David Bowie. Et après, pour des souvenirs très marquants, je veux dire que là où j'ai vraiment vibré, je pense que c'est la première victoire de handball de l'équipe de France en 2008. Je pense à Pékin face à l'Islande, où vraiment, je pense que c'était comme si c'était
moi qui suis passionné de football, un match de football, hein, il fallait vraiment gagner ce match, quoi. Après, j'ai une autre image, peut-être celle de Florent Manodou quand il gagne, alors qu'il est jeune, peut-être qu'un petit frère. Il remporte la course à Londres et voilà, qu'il finit dans les bras de Laure Manodou. C'est ça, ouais. Alexandre Boyon dira qu'il a l'or autour du cou, je m'en rappelle. Et pour la petite blague. Hein, toujours là pour un bon mot, de toute façon, Martin, c'est pour ça que tu es dans le podcast aussi. Hein, c'est pour amener la petite vanne au moment où il faut. Hein. Ouais, non, mais je suivrai les JO aussi pour les vannes d'Alexandre Boyon, évidemment. Rémi, toi de ton côté, ça te rappelle, ça t'amène un souvenir, tu retrouves ce genre de souvenirs, de moments où tu te dis, voilà, j'ai vécu un truc, ça m'a touché à un moment donné devant ma télé, devant les JO? Moi, je m'en rappelle très bien. Martin l'a évoqué, donc en 2000, c'était à Sydney. Moi, j'ai pratiqué pendant 5 ans l'escrime et je sais que j'ai pratiqué l'escrime pendant ces années-là parce que Brice Guyard était champion olympique de fleuret à Sydney. Et je me suis fortement intéressé à ce sport que je connaissais pas du tout avant. C'est technique, athlétique. C'est incroyable. C'était les premiers jeux. Alors en compte plus, donc on peut comparer en plus avec Tokyo cette année, parce que c'est un décalage horaire qui est quand même négatif pour nous, dans le sens où il faut se lever à 4 heures du matin si tu veux commencer à regarder les épreuves du matin. Bien sûr. Finir à midi, 13 heures pour les épreuves du soir là-bas. Pareil pour Sydney. Après, je rejoins un peu Martin sur Florent Manodou, parce que c'est vrai que personne ne l'attendait, mais surtout, on attendait quelqu'un. Après, pour moi, c'était vraiment Usain Bolt en 2008, quand il a montré toute l'étendue de son talent sur le 100 mètres, écrasé une concurrence qu'il a confirmé ensuite à Londres. Tout le monde l'attendait, tout le monde savait qui c'était, surtout à Londres. La confirmation, et là, il a tout écrasé sur son passage. Même Josephine Gatlin s'est encore incliné devant lui pour les dernières courses avant sa retraite. Donc ça montre à quel point quand on est une icône dans un sport, on peut amener les gens à le pratiquer. C'est vrai que, alors tu me l'as un peu piqué, Usain Bolt, parce que moi aussi c'est un de mes souvenirs forts. Je me rappelle que j'étais en voyage, en colonie de vacances, et très souvent quand t'es en colonie de vacances, moi c'était au mois de juillet que je partais gamin, et on avait toujours une télé quelque part, un truc machin, et on arrivait à voir de temps à autre quelque chose le soir, mais rien de fou. Mais alors cette finale du 100 mètres à Pékin en 2008, c'était un truc assez monstrueux. Et c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup marqué. Bien sûr, pour rester très récent dans ces années-là aussi, les relais et les épreuves de natation masculine française avec la super team Alain Bernard, Fabien Gillot, pour ne citer que bien sûr. Mais vraiment, c'était des gros moments, des grosses performances dans la piscine. Moi, j'adorais ça. La grosse performance. En plus, en Pékin en 2008, il y a le relais 4 fois nage libre. On est devant les Américains. On éclate les Américains. Dernière longueur, quand Alain Bernard repart pour le dernier 50 mètres et les Américains reviennent à une vitesse folle. Ouais. Ils sont champions olympiques d'un dixième et 4 ans plus tard, c'est encore le même duel, mais cette fois, ça tourne à notre avantage. Ça, c'était à Londres, t'as raison. On les a un peu plus mangé qu'ils avaient qu'à Pékin. Enfin, comment dire, un peu plus mangé dans le sens où la domination était peut-être un peu plus écrasante qu'à Pékin, mais ça reste un moment fort, surtout ce 4x100 là. C'était... C'est le 2008, ça, je pense que surtout pour Alain Bernard, ça a quand même lui resté en travers de la gorge, parce que tu fais 350 mètres qui est devant et il t'en reste 50, et c'est 50 derniers mètres qu'il fallait faire, et un petit dixième, c'est pas énorme. Hein. Après ça, c'est l'histoire des Jeux Olympiques, hein, c'est des moments très forts, de l'adversité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'important c'est de participer, mais les mecs qui vont là-bas, ils vont pour gagner. C'est des compétiteurs. Oui, ils vont pour gagner. Après, Coubertin l'a dit, il faut se surpasser. L'important c'est de participer, très bien, mais la victoire, enfin, d'ailleurs, dans le sport, quel que soit, c'est la victoire est plus belle. Tu retiens chaque jour le nom du vainqueur. Si tu retiens le nom du second ou du troisième, c'est que c'est qui t'a marqué et du coup, mais bon, tu le retiendras, mais c'est pas celui que tu préfères en premier. Petit aparté, il faudrait que Rémi, je pense, Martin, donne-moi ton avis, il faudrait que Rémi soit plus souvent présent quand il s'agit de parler de foot, de projets de jeu, et peut-être de l'équipe de France aussi, parce que quand on parle on ne retient que la victoire, on retient que le nom du vainqueur. Je pense qu'avec Gaëtan, ils auraient probablement des choses à se dire. Mais on aura. C'est une invitation, hein, Rémi, c'est une invitation, t'en feras ce que tu veux. J'en prends bien note.
Exactement. Alors, du coup, au-delà des souvenirs, bah maintenant, les souvenirs, il va falloir aller s'en faire à Tokyo, au Japon, dans un contexte un petit peu particulier, dans un contexte marqué par l'épidémie de Covid. Au départ, bien sûr, ces jeux, ils devaient avoir lieu l'année dernière. Comme beaucoup de compétitions, ils ont été affectés par cette épidémie. En tout cas, les conditions n'étaient plus réunies pour que les jeux puissent se tenir. Et en vérité, aujourd'hui, c'est un Japon dans une situation un peu complexe sanitairement qui reçoit les jeux, ou plutôt qui va recevoir les athlètes, mais juste les athlètes. Alors, juste les athlètes, oui et non. Faut savoir que donc, les spectateurs étrangers sont interdits au Japon ensuite pour les Jeux Olympiques, mais si tu es français et que tu vis au Japon, tu peux quand même y assister. Il y a un article qui est sorti tout à l'heure, comme quoi tu peux y assister seulement si tu habites au Japon. De toute manière, après, il faut arriver avec quand même bon passeport sanitaire, test PCR, etc. À tel point que il y a une délégation sud-africaine donc pour le foot qui est arrivée avec des membres du staff et des joueurs contaminés. Il y a eu un cluster qui s'est déclenché il y a 2 jours. Donc c'est compliqué au niveau de l'épidémie, c'est sûr. Hein. Ça reste un peu comme l'Euro de foot ou comme l'année dernière. Il faut pas de spectateurs. Donc là, ils ont pris une tolérance zéro, ils assument. Après, ça va être en termes de retombées économiques, comment ça va se passer pour eux, puisque il faut rappeler que les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est un budget, ça représente 17 milliards de dollars, enfin, donc 13 millions d'euros pour la construction et les coûts engendrés. Si tu n'as pas de touristes, tu n'as pas de retombées économiques derrière. Donc comment ils vont s'en relever, ça sera une autre question, mais je ne sais pas comment Moi, ils vont faire. j'ai une question justement, parce que tu disais que donc théoriquement, si tu es français aujourd'hui, que tu vis au Japon depuis un certain nombre d'années ou que tu coches certains critères, que tu es vacciné 2 fois, tu peux théoriquement accéder à des épreuves, en tout cas assister à des épreuves. Les Tu peux Japonais. assister aux épreuves, mais alors les Japonais, pareil, je pense que c'est dans le même cas pour eux, mais Ouais. tu peux assister aux mêmes épreuves en même temps que les athlètes. C'est-à-dire que les athlètes qui seront là-bas, imagine, tu déconnes de même pour le Japon, ton épreuve est le 5 août, tu peux assister aux épreuves de tes camarades, de tes coéquipiers, le temps que la chaîne arrive. D'accord, mais quand tes épreuves sont terminées, bon, en même temps, tu me diras, quoi qu'il arrive, mais au-delà du Covid, souvent les athlètes, ils sont timés et puis ils repartent avant la fin Généralement, des Jeux. souvent, les athlètes, tu passes le 3e jour, le 4e, c'est déjà dans l'avion. Médaille Ouais. olympique ou pas autour du cou, il faut repartir parce qu'il faut se préparer, il faut prendre des vacances, c'est long. Et puis, il y a tout un système de logistique. Hein. Tu prends l'équitation, par exemple, c'est un sport olympique depuis des lustres, mais il faut quand même envoyer les chevaux. Donc, tu envoies les chevaux en avion, tu réceptionnes les chevaux là-bas. Toi, en même temps, tu prends ton avion pour aller là, à Tokyo. Il faut que tu réceptionnes les chevaux. Il faut que voilà, il faut tout le programme équitation à faire. Donc, les brosser, les longer, les entretenir physiquement, leur donner à manger. Et puis après, une fois que tu as fait tes épreuves, parce que ça dure 3 jours entre les sauts d'obstacles, le dressage, les concours hippiques un peu complets, et il faut que tu remettes tes chevaux, alors ils partent à plusieurs chevaux, ils n'ont pas qu'un cheval. C'est comme ils sont professionnels. Tu remets tes chevaux dans l'avion et hop, c'est parti, 15 heures de vol. Et après, arrive à Orly ou Roissy, il faut que tu reprennes ton bus et que tu repartes à ton domicile. C'est une logistique un peu plus complexe en effet que le gars qui vient juste avec ses crampons pour courir sur le stade. Hein. C'est clair que c'est... Il y a les crampons, ou alors tu peux prendre le Renault Lavillenie qui vient avec 50 perches. Ah ouais. Voilà, tu vois. Un mec qui pratique l'escrime, il a 3 sacs de fleurets, d'épées ou de sabres dans son truc. Alors c'est sûr que, comme je l'explique, tu fais de l'athlétisme, tu as juste tes crampons et un petit truc moulant à porter, enfin ta combinaison ou ton maillot, mais c'est plus compliqué suivant les sports. Alors Martin, j'aurais voulu que tu réagisses à un petit point, une petite explication. Donc je sais pas si tu sais, mais les Japonais, pour justement répondre déjà à l'engouement qu'il y avait avant Covid à l'organisation de ces jeux et à l'attribution de places, avaient organisé une loterie. Est-ce que tu as connu les différentes évolutions des attributions des places pour les supporters japonais ou pas du tout? Pas complètement dans le détail. J'ai pu comprendre Parce que je suis sûr que ça va te faire rigoler, je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Grosso modo, ils ont fait une première loterie pour essayer d'attribuer des places donc aux supporters japonais. Donc un grand nombre a été sélectionné, un très grand nombre bien sûr en a été exclu de ces places-là. Ensuite, bien sûr, le Covid a frappé le pays, l'organisation a été décalée d'1 an, et bien sûr, les dernières restrictions ont fait qu'au départ, le nombre de places a été sensiblement réduit. Donc du coup, la loterie a été à nouveau organisée, cette fois donc en conservant les derniers lauréats, en les mettant encore une fois en jeu.
et certains ont encore été exclus. Donc suite à ce deuxième tir de loterie. Et il y a quelques jours de ça, le gouvernement japonais a pris l'initiative je sais pas si c'est le gouvernement, en tout cas c'est les autorités en place, je sais pas si c'est le comité national olympique japonais ou alors si c'est une autorité supérieure au sein de l'État qui a pris la décision donc de limiter très fortement l'accès aux épreuves et donc du coup hypothéquer très fortement la chance des lauréats de cette loterie, cette triple loterie, d'accéder voilà à des épreuves. Est-ce que tu trouves pas ça quand même un petit peu cruel pour des gens qui aiment le sport, parce que les Japonais, Rémi l'a dit en préambule, sont quand même des gens qui adorent le sport. Bon, ils ont permis l'intégration du baseball cette année parce que c'est Ouais. un sport qu'ils Surtout adorent. que c'est C'est pas un peu dur ça quand même pour quand t'aimes le assez triste sport? parce que c'est vrai que c'est un vrai pays de sport. C'est un pays qui a créé des sports, hein. On peut penser au judo, au karaté. Donc, on a pu voir aussi l'engouement quand il y a eu la Coupe du Monde de rugby au Japon. Bien sûr, Il y avait c'est vrai. vraiment tout le monde qui était derrière cette équipe. On a vraiment vu une équipe qui a été transcendée par l'événement. Et là, ne pas voir de public, ne pas voir le soutien du pays, peut-être que ça va rendre un peu terne peut-être ces JO. On verra comment ils s'en sortent. Peut-être qu'ils vont s'en sortir, hein. Enfin, moi, je sais, j'ai l'image en tête des Anglais, enfin des Britanniques, qui avaient vraiment créé une dynamique qui était vraiment absolument incroyable en 2012. Enfin, on se rappelle tous des performances de Chris Hoy, Cavendish, C'est vrai. Mo Farah, Andy Murray et compagnie, où on avait vraiment l'impression, on voyait le drapeau La Team partout. GB, ouais, tout à fait, je me rappelle Voilà, complètement. voilà, c'était un pays à l'image du Japon qui a créé beaucoup de sports, hein, pour ce tennis, au football. Et donc, on aimerait revoir cette ambiance, surtout que voilà, le Japon est un vrai pays qui a vraiment une culture à part entière. Donc, on a envie au moins de voir cette facette-là, quoi. Au moins de voir des beaux paysages, une belle ambiance, Puis des du sports où ils vont soutien. performer, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai l'impression que le peuple est un peu coupé de cet événement. Alors on verra, tu l'as dit, hein, on va certainement voir quelque chose quand même, hein, du liant qui va être mis entre ces Japonais et les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que de prime abord, on se dit, est-ce que ça va pas être un petit peu un gâchis quand même? Les Jeux sont là et puis eux en sont un petit peu privés. Alors l'opinion publique était quand même un petit peu hostile à la tenue de ces Jeux sur la fin. Il y a eu beaucoup de Ouais. jeux politiques autour de ça. C'était très facile de critiquer l'organisation des jeux, en tout cas de plus vouloir en entendre parler. Et je sais que ça a beaucoup animé le jeu politique au Japon ces derniers temps. Mais au À un moment, final, ils n'en voulaient plus. c'est Ils n'en ça, voulaient plus, hein. littéralement, hein. Ils étaient contre la venue des athlètes parce que personne n'était vacciné. Alors en plus, avec le variant qu'il y a aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Il fallait savoir que quand ils ont parlé de ces questions politiques, il y avait 3 ou 4% de la population japonaise qui était totalement vaccinée. Quand sur 180 millions d'habitants, ça fait peu quand même, très très peu. Donc il y a eu des grosses tensions politiques, notamment avec le CIO concernant la tenue des Jeux Olympiques. Ouais. Hein, mais surtout que tu le dis très bien, il y a que une très faible proportion des Japonais qui sont vaccinés. Ouais, il se trouve que j'ai eu l'occasion de surprendre une conversation entre ma copine et une amie à elle qui vit au Japon et qui lui dit mais moi je suis toujours pas vacciné. Il y a plein de gens qui sont pas vaccinés. Les PCR sont payantes là-bas, elles sont pas remboursées par la sécurité sociale, donc on n'est pas dans les mêmes conditions, on va dire de traitement sanitaire que ce qu'on a pu connaître en Europe, en France notamment, ou dans d'autres pays, ou même aux États-Unis. On n'est pas au même niveau d'avancement parce qu'il y a des choix politiques ou sanitaires différents qui ont été faits. Et forcément, le Japon est obligé de composer avec ces choix-là. Et du coup, de s'ajuster. Alors, il y a eu ce jeu politique un peu naze où on s'est dit, mais alors, on en fait quoi de ces JO? Personne n'en veut, ils n'en veulent plus. C'est un peu embêtant parce que c'est une fête. Mais justement, moi, je voudrais savoir, Rémi, si tu as un avis là-dessus, ça m'intéresserait de savoir comment ils vont faire du coup, sans public ou en tout cas avec des jauges extrêmement limitées, pour, tu parlais tout à l'heure du coût de l'organisation d'une telle entreprise. Comment on fait pour rentabiliser, parce que c'est forcément rentable, une ville, elle se bat, une candidature, c'est un truc énorme, parce que justement, c'est normalement une manne financière qui tombe sur la ville qui a la chance d'organiser des Jeux Olympiques. Comment on fait pour rentabiliser une Olympiade où il n'y a pas de touristes? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, il faut être honnête. On peut revenir quelques années en arrière pour l'attribution des Jeux 2024 et 2028, donc Paris, Los Angeles. C'était la question de savoir est-ce que Paris est organisé en 2028 ou pas. Donc nous, on avait défini un budget, donc on avait pas mal d'infrastructures. Donc nous en France, hein, entre les stades de foot, les stades de rugby, les piscines olympiques,
le vélodrome à Saint-Quentin qui a le cyclisme sur piste. Donc, nous, on a pas mal d'infrastructures. Ce qui nous manquait, par exemple, c'était le village olympique qu'il fallait construire. Mhm. Ça, c'est un coût, bien sûr, mais tu fais un coût et après, tu fais aussi ce que tu attends en termes de retombées économiques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Paris, c'est une des villes les plus visitées au monde. Si tu fais les Jeux Olympiques à Paris, donc j'imagine que tu peux amener peut-être 1,1, 2 ou 3 milliards de personnes juste pour une quinzaine de Jeux Olympiques. C'est des personnes qui vont à l'hôtel, qui consomment sur place, qui font. Il y a tout ça qui à prendre en compte. Là, au Japon, t'as pas de touristes, bah, tu n'auras rien. Tu n'auras pas de retombées économiques. La seule retombée économique qu'il y aura peut-être, c'est les droits télé. Et encore, avec les droits télé, tu vas pas tout couvrir. Alors, tu parlais de droits télé tout à l'heure, et Martin, tu as entendu aussi, hein, c'est vrai que les droits télé, a priori, c'est une chaîne américaine qui les détient pour les Jeux Olympiques. C'est une chaîne américaine qui les détient, alors que la chaîne NBC aux États-Unis, donc je me suis un peu renseigné, donc ils ont signé un contrat de 4,38 milliards de dollars donc pour les Jeux Olympiques de 2014 à 2020. Donc il faut comprendre, il y a Sochi, il y a eu Rio, il y a eu les Jeux en Corée du Sud, les Jeux, À les Pyeongchang, JO ouais, d'hiver, d'accord. Ouais. à Pyeongchang et les JO de Tokyo. Alors ils ont encore prolongé leur investissement, ils ont signé un contrat jusqu'en 2032. Et là, pour contre, la période 2020-2032, ils ont signé pour 7,65 milliards d'euros. 7 Donc, milliards juste d'euros. pour 7 milliards d'euros. Alors, c'est les Américains qui détiennent les droits, c'est les Américains qui choisissent la diffusion des épreuves, c'est eux qui décident à quelle heure ils mettent les finales, à quelle C'est eux heure qui ils mettent les choisissent l'agenda, demi-finales. en fait. C'est eux qui planifient tout. C'est eux qui font l'agenda du début jusqu'à la fin. Très simple, comme c'est eux qui payent le plus cher, c'est eux qui le font, et nous, on n'a qu'à suivre. Donc, nous, comme j'évoquais tout à l'heure, on a quand même un décalage horaire de 8 ou 9 heures avec le Japon. Soit tu te lèves tôt, soit tu te couches tard pour la remise de la cérémonie d'ouverture. Pareil pour la cérémonie de clôture. Il y a certaines épreuves, par exemple, je crois que l'équipe de France féminine de foot, elle joue dans la nuit de vendredi à samedi, donc à 4 heures du matin, ou de samedi et dimanche, je sais Compliqué. plus, donc il faut Ouais. se lever tôt. Ouais. La finale de foot pour les hommes, c'est à 11 heures du matin, donc ça fait 19 heures là-bas ou 20 heures. Enfin, c'est des horaires impossibles. Alors, c'est adapté pour les Américains, bien sûr. Alors nous, l'année prochaine, enfin, dans 4 ans, on va dire dans 3 ans maintenant, ben, on n'aura pas de décalage horaire, donc on n'aura pas Ce à se problème-là. lever ou ce problème-là. Tout à Problème de fait. riche, on va Alors, dire. problème de riche, on l'aura dans 7 ans avec les Jeux Olympiques de Los Angeles, et encore. Alors après, pour revenir encore sur ta question de tout à l'heure, à part les droits TV, au niveau économique, ils vont pas avoir grand-chose. Et c'est NBC qui détient la clé de tout ça, avec un prolongement, comme je l'ai évoqué, jusqu'en 2032. Ouais. C'est dingue, hein, les montants que tu mets, c'est 7 milliards pour des JO, c'est effarant, quoi. Alors, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, comment ils comptent. Alors, avec l'audience, sûrement, c'est sûr que l'audimat se fait. C'est ça, et les Mais, plages de pub aussi, peut-être, qui vont pouvoir alors, il diffuser. faut comprendre que ouais, c'est ça, les plages de pub, mais ça, c'est pour et les Jeux Olympiques, mais et les Jeux Paralympiques également. Faut pas oublier qu'il y a les Jeux Paralympiques qui se déroulent juste après les Jeux Olympiques. C'est vrai, d'accord. Donc, de toute façon, c'est un package Olympiade C'est un été-hiver. package Olympiade, été-hiver Et Paralympique est voilà, valide. pour 6 ans. Ok, pour 6 ans. Pour 6 ans. Et Ouais. à 7 milliards les 6 ans, ça fait, hein. Alors, c'est un peu bluffant comme chiffre. Il y a d'autres choses qui vont être bluffantes, bien sûr, je l'espère, pendant ces Jeux Olympiques de Tokyo. C'est les performances des Français, parce qu'en vérité, alors on parle de gros sous, on parle de Covid, mais il faut aussi qu'on parle de nos athlètes. Voilà, parce il y a une grosse, comment te dire, une grosse attente au niveau des athlètes français. Alors très souvent, quand même, on a un panel qui performe régulièrement aux Jeux Olympiques. On est toujours à la chasse aux médailles d'or, on est toujours dans le tableau, mais cette année, alors on a pas mal de surprises. Quand on dit surprise, c'est parce qu'on parlait de nouveaux sports tout à l'heure. Il y a des athlètes français qui vont aller faire du karaté au Japon, aller disputer les épreuves de karaté. Alors il y a aussi André-Pierre Gignac qui par exemple lui va aller avec l'équipe de France et Florian Thauvin aussi jouer au Japon, donc au football. Teddy Riner va aller défendre son titre parce que il me semble bien qu'il est champion en Il est titre. champion olympique en titre. C'est Alors ça. lui, en plus, il a une pression supplémentaire. Il est champion olympique. Il va au pays du judo. Alors, faut savoir que les Japonais l'adorent, hein. Les Japonais l'adorent parce que au Japon, la catégorie reine pour le judo, c'est la catégorie poids lourd. Donc, c'est plus de 100 kilos où il y avait David Douillet et Teddy Riner. Mais les Japonais sont fans de lui. Ça fait 12 ans qu'il est dans le monde du sport. Il est champion olympique. Il a gagné 9 fois les championnats du monde. Et quand il va au Japon, il dit que pour lui, c'est une fête. Alors pour moi, je pense qu'il aura peut-être un peu plus la pression que les autres. Tu as évoqué André-Pierre Gignac, Florent Thauvin pour le foot. Eux, ils vont y aller parce que c'est le ski olympique, ça va être magnifique.
Le karaté, c'est une nouvelle épreuve, donc moi je connais aucun athlète français. Moi, je t'avoue On a que Renaud Lavinelli qui est champion olympique, qui a été champion olympique, là qui va avoir une grosse concurrence, notamment avec le Suédois Duplantis, Mando Duplantis, exactement. Ouais. voilà, qui est recordman du monde, faut pas oublier. On a en aviron, on a un deux barreur qui est champion du monde et qui a terminé sixième au Jeux de Rio, je crois. Boucheron et Androdias, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc eux, ils sont dans les favoris. On a qui d'autre en BTT aussi. On a la relève de Julien Absalon, donc 2 minutes 2012. On a également Yann Novodré aussi dans les nouvelles épreuves, Oui, alors. qui est le basket 3 contre 3. Alors c'est sur un demi-terrain de basket. Hein. Ça, c'est impressionnant. Le basket 3 contre 3, tu vois, je ne savais même pas que c'était une discipline qui entrait au jeu. Tu dis, tout à l'heure, tu en parlais, tu dis, il y a 5 nouvelles disciplines, c'est ça, hein? Il y a 5 nouvelles disciplines. Donc, on a dit le karaté, l'escalade, le basket 3 contre 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le skate et Le surf. et Le surf. et le surf. Voilà. Donc, par exemple, au skate, le Français qui nous représente, c'est un Marseillais. Il a grandi à Marseille. La dernière fois, il y avait un reportage sur lui. Donc, il vit à Los Angeles. Il vit que ça. Hein. Donc, c'est certains, ils sont très jeunes, hein, mais c'est des professionnels déjà. Ils ont 22, 23 ans, mais ils sont déjà professionnels dans leur catégorie. Le surf, je sais pas du tout où ça va se passer au Japon. Le basket 3 contre 3, c'est tout nouveau. L'escalade, c'est tout neuf, ça vient d'arriver. Donc, il y a une course de rapidité où il faut monter 15 mètres le plus rapidement possible. Ça, j'ai vu des images de ce truc-là, c'est absolument impressionnant. Alors, ça dure, l'ascension, elle dure 3-4 secondes, hein. Pour 15 mètres, ça va à une vitesse folle. Martin, de ton côté, toi, tu as des athlètes que tu cibles particulièrement, en tout cas des athlètes français dont tu attends une performance ou tu as hâte peut-être de voir des images, de les voir évoluer à Tokyo? Bah, après, c'est un peu comme à chaque fois, on sait qu'aviron, judo, tous les sports un peu de vélo, on sait qu'il y aura des Français qu'on n'a pas l'habitude peut-être de suivre dans l'année. Après, si on veut regarder des sports en particulier, je sais qu'il y avait la voile où Charline Picon avait performé à Rio, donc je pense qu'elle était médaille d'or, si je me rappelle bien. Donc ça, c'est à suivre aussi. La voile, c'est toujours assez spectaculaire à voir au JO. C'est ça, ouais, c'est vrai, Charline Picon, ouais, t'as raison. En escrime, je pense que c'est Yannick Borel qui a peut-être le plus de chance. Il y a Yannick Borel, lui, ça fait un certain temps qu'il est là. Il est pas champion olympique en Chine, je sais plus du tout, mais il fait partie des favoris. Enfin, après, l'escrime, c'est tellement vaste, tout le monde peut gagner. C'est tellement intense. C'est tellement intense l'escrime. Moi, je me rappelle, pareil, c'est des matchs où rien n'est perdu. Les touches, elles se font à rien. Et ensuite, je te parle d'escrime. C'est tendu. Hein. Je te parle d'escrime. Franchement, je sais pas distinguer clairement. Enfin, je saurais quand je les verrai, mais entre le fleuret, l'épée, le sabre. Alors, il y a 3 types. Donc, t'as le fleuret, le sabre et l'épée. L'épée, il faut savoir, c'est tout le corps, donc le casque en plus. Le sabre, c'est tout ce qui est au-dessus de la taille, casque, manche, torse et dos compris. Et le fleuret, c'est le torse, le dos, la bavette au niveau de la gorge, le casque, mais tu as les épaules, mais pas les bras. D'accord, ok. Voilà. Et le plus rapide des 3, c'est le sabre. Généralement, une touche, ça dure moins de 3 secondes, quoi. Ouais, ça va très très vite. L'épée, c'est beaucoup plus lent, le fleuret un peu moins, mais c'est très très rapide. Pour moi, c'est très difficile quand tu n'en as pas fait. Enfin, même moi au début, je me disais, c'est un tel qui a touché et je n'étais pas d'accord avec l'arbitre, mais c'est comme ça va très très vite, très 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 vite. En parlant de sports qui vont très très vite, il y en a un qui va devoir aller très très vite, c'est Florent Manodou aussi pour juste approcher aussi son retour parce que. Alors je sais pas s'il est engagé sur le 50 nage libre ou le 100 nage libre, mais lui. Pareil, peut-être une petite pression comme Teddy Riner, on verra. Hein. Mais... lui, il a fait du handball quand même il y a quelques années, donc il a fait, il a fait un sacré pari en s'éloignant des bassins et il revient avec le nécessaire pour se qualifier aux Jeux Olympiques, mais il a beaucoup de choses à prouver. Hein, tu as raison. Voilà, donc tout à fait. Qui sera aligné sur la série du 50 mètres. La natation française sera un peu en retrait par rapport aux années 2000, on va dire. On est clairement en retrait par rapport aux années précédentes. C'est ça, il y a beaucoup de départs et des nouveaux visages aussi qu'on découvrira. En tout cas, on confirmera peut-être ces nouveaux visages
dans les bassins à Tokyo, c'est On sûr. n'a pas parlé, il y a aussi la gymnastique avec Aïd Saïd, Oui, Samir et, Aït Saïd qui revient voilà, de cette qui revient blessure de horrible blessure après une grave blessure, avec une grave blessure au à JO Rio. de Rio. Exactement. Qui est Donc le lui, porte-drapeau d'ailleurs, il me semble. Il est un des porte-drapeaux. Il y a deux porte-drapeaux. il y Il a y a deux porte-drapeaux. Samir Aït Saïd et Clarissa Agbenienou, donc qui est judokate et qui du coup va aller essayer de faire comme Teddy Riner, ou plutôt Teddy Riner va essayer de faire comme elle aussi, parce que voilà, il y a pas de raison. Elle est très très forte et en tout cas elle portera le drapeau avec Samir Aït Saïd. C'est vrai que c'est des athlètes quand même. Qui porte un certain message, parce que Samir Aït Saïd, pour revenir de cette blessure extraordinairement compliquée à regarder en direct à Rio, c'était énorme. En fait, je crois qu'il sautait sur un cheval d'arçon, c'est ça? Ouais, le saut à cheval. Et voilà, saut à cheval plutôt. Et sa réception après le saut à cheval, il plie Ouais. complètement sa Voilà, il cheville. s'est fait une double fracture C'est ça, tibia-péronée, tibia je crois. péroné, Donc, ouais, et c'est terrible, et du coup il est allongé, il tient sa jambe et il est sous le genou, et puis il y a tout le reste qui est tout tordu, qui pendouille comme ça. Je l'ai revu il y a pas longtemps juste pour le frisson, et c'est vrai que c'était un sacré toi, tu aimes te faire du mal, quoi. Bah, moi j'aime bien J'ai les vu en direct, après j'ai arrêté. Hein. j'aime bien les ligaments croisés tu vois. Moi je suis le genre de gars, tu vois. J'ai un copain on lui dit bonjour, on dit pas qui c'est, il se reconnaîtra. J'ai un copain il y a pas longtemps, enfin peut-être 4 5 ans même, qui a sauté un muret, il était en vacances en Grèce. Et le gars saute un muret, tu vois, il est en bas d'une colline. Il est en bas d'un muret, il saute une colline, il voit pas de porte, il dit putain, je suis bloqué, un petit muret, je saute le muret. Putain, le mec s'est fait le tibia comme ça, mais s'est fait le tibia genre sévère, au milieu d'une colline en Grèce, quasiment tout seul, il y avait son pote pas loin et tout. Et donc mon pote, à chaque fois que je vois, moi j'aime bien regarder le hockey, le football américain, des trucs comme ça, là. Et dès qu'il y a un mec qui se fait les ligaments, dès qu'il y a un genou qui saute, dès qu'il y a une cheville qui se pète, un truc moche, mais bien bien moche, tu vois, je lui envoie le lien, je lui envoie la photo, j'ai un truc, je le préviens pas, je lui envoie, et lui il clique à chaque fois, ce con. Et à chaque fois il clique, et à chaque fois il m'insulte. Donc voilà, il se reconnaîtra, mais c'est vrai que la blessure de Samir Aït Saïd, elle était vraiment vraiment compliquée à regarder. Revenir, être fort au JO, avec ce drapeau français, c'est quand même un très très beau message qu'il porte, et j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose et qu'il arrivera à aller chercher une médaille. Ouais, bah, il faut, on espère pour lui, comme Kevin Mayer, on espère aussi qu'il ira chercher une médaille, hein. Il est quand même champion du monde également, ça va être difficile, hein. Après, il peut y avoir des surprises aussi dans d'autres sports qu'on n'a pas nommés. Ouais, on a envie de citer tout le monde, hein. On a envie de citer tout le monde. On a le tir à l'arc, on a le tir à la carabine, on a les choses comme ça, le pentathlon avec Elodie, comment il s'appelle? Le pentathlon, attends, je vais essayer de trouver ça. Tac, 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 tac. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient été assez performants la dernière fois. Le pentathlon, c'est pas Elodie mal, Clouvel. avec Elodie Clouvel, c'est ça. C'était, T'as Elodie qui a été Clouvel, voilà. Donc il n'y en a pas. Après, c'est pareil, il y a plein de sports où Il y a le on triathlon pas aussi, favori. Le triathlon, je pense notamment au rugby à 7, qui fera sa deuxième apparition C'est après vrai. les JO de Rio. C'est vrai, qui est pas ultra médiatisé, mais par contre, il convient vachement bien aux Jeux Olympiques. La formule avait vachement bien marché à Rio. Qui est très très physique, hein. C'est un des sports les plus physiques au monde. Ils sont costauds, hein. Et quand tu vois les Fidjiens gagner il y a 4 ans. C'est que des ailiers. C'est que des ailiers, en fait. Mais c'est des ailiers avec des épaules incroyables. C'est des mecs qui courent hyper vite. Ah non, mais en plus, ces équipes-là, enfin, il y a l'équipe olympique, mais c'est des gars qui jouent le Seven Rugby toute l'année. Donc, ils sont entraînés pour ça. Enfin, il faut comprendre le Seven Rugby. Enfin, le rugby à 7, c'est tu joues à 7 sur un terrain de rugby, quoi. T'es pas à 15. T'as les mêmes dimensions, t'as les mêmes espaces, sauf que t'as beaucoup moins de joueurs sur le terrain, donc du coup t'as beaucoup plus d'espace. Donc c'est des mi-temps très raccourcis, bien sûr, mais tu fais peut-être une dizaine d'allers-retours dans ton match. Ouais. Ça, c'est vrai que globalement, les sports co, je pense qu'on va les suivre, parce que en handball, on reste quand même sur 3 médailles, je pense, d'affilée, si je ne me trompe pas. Là. En handball, tu es champion olympique 2008-2012, vice-champion olympique 2016. Là, bon, il y a un renouveau qui vient d'arriver qui sont performants avec plusieurs jeunes, mais même si au dernier championnat du monde, on n'a pas fini à la place qu'on voulait, parce qu'on voulait aller plus haut, bien sûr, on a fini 4e. Mais ça va être une équipe à suivre, ça c'est sûr, comme le handball féminin. Aussi, chez les hommes, chez les filles. Le basket, on n'en parle pas, mais on est quand même dans un groupe sympathique. On tape les États-Unis pour commencer. Autant te dire que tu prends direct le favori. Ça, c'est pas prêt. Et puis après, il y a le volley également. On n'en parle pas, mais le volley avec Erwin Ngapet, la déception, la déception de Rio, on s'est fait un peu éliminer prématurément alors qu'on aurait pu aller plus loin.
J'espère qu'eux, ils ramèneront une médaille parce qu'ils le méritent. Globalement, tous les sports co, il y a quand même une forte présence de l'équipe de France. Après, on ne sait pas trop. Elle n'est pas favorite je crois pas dans aucun des sports. Elle est vraiment favorite, mais elle est outsider. Ouais, mais c'est ça les JO, c'est que même si tu es outsider, enfin favori, tu peux être, mais tu as plus de pression, mais même en tant qu'outsider, tu peux aller beaucoup plus loin. Personne ne l'attendait. Par exemple, tu prends le handball 2008, bon, certes, c'était champion personne ne l'attendait. Après, derrière, tu fais championnat du monde 2009, 2011, 2010 l'Euro, tu fais 2012 les JO. Enfin, Ouais. ça peut emmener une spirale, hein, donc. Un athlète à suivre, moi j'ai envie de dire Kevin Mayer, parce que du coup c'est des épreuves qui durent pas juste une demi-journée ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un athlète qu'on va suivre au long pas de la quinzaine, mais bon, ça dure quelques jours quand même. Et donc on a envie de croire en lui. C'est quand même une épreuve où quand on est favori, on termine pas très loin du podium, quoi. Est-ce que tu penses qu'il peut aller chercher un record du monde, Kevin Mayer, pour le coup? Parce il était pas loin il n'y a pas longtemps d'aller chercher un record. Je connais pas sa forme, mais oui, il est faisable. C'est faisable d'aller chercher un record. Parce que c'est un mec qui se connaît, quand même. Il se connaît depuis le temps. Il était à quelques points du record du monde, pas très très loin, je crois. Ouais, c'est faisable. Après, il y a une grosse concurrence quand même. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Et Rémi, toi, Moi, j'ai Joris Daudet en BMX. Ah ouais, on n'en a pas parlé, Joris Daudet. Ouais, BMX, hein, donc c'est tout frais, ça aussi encore comme discipline, parce que ça a eu, je crois, en 2012, voilà, ça a commencé en 2012 et c'est la troisième participation du BMX. Donc ça, c'est une discipline qui est technique, qui est plutôt agréable à suivre. Ça va très très vite. Il faut être fort dans les runs. Quand tu les vois, j'ai l'impression que c'est un peu, il faut être très très fort quand tu arrives dans le virage, très très fort, prendre l'intérieur et puis après bien pédaler. Mais ça, c'est physique encore. Donc moi, j'aurais Daudet, j'aimerais bien le voir avec une médaille quand même. Ça me ferait plaisir pour lui. Ok. Ben, moi, pour le coup, c'est un doublé français que je souhaite voir. Alors, on est aussi sur du vélo. On est aussi sur du vélo qui va dans la boue. On est sur du VTT parce que moi, je voudrais bien voir Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, une passation de pouvoir quelque part, mais une passation de pouvoir avec une médaille d'or pour Pauline Ferrand-Prévot qui cherche le titre olympique. Elle a eu beaucoup de distinctions. Elle est multiple championne du monde sur route. Elle est championne du monde en VTT, en cyclocross. Mais elle cherche ce titre olympique et le fait qu'elle puisse battre Loana Lecomte, qui est l'étoile montante du VTT et qui est française aussi, avoir, je sais pas, peut-être un duo or argent ou or bronze, ça serait vraiment super. Ouais, ça va être à suivre aussi. Ça mais il y a pas mal d'épreuves, que ce soit individuelles ou collectives. Je pense qu'il va falloir mettre le réveil très très tôt. C'est ça, parce que j'allais te dire, ou alors, mais c'est compliqué parce que ça n'a pas la même saveur en replay ou sur YouTube, ça n'a clairement pas la même saveur. Et c'est vrai qu'on va être un petit peu esclave de. C'est vrai que si pendant les JO, à chaque fois que tu te lèves, tu prends ton téléphone ou ta tablette pour vérifier les résultats directs. T'as le flash, c'est pas bon. Ta télé, c'est pas bon. On n'aura pas la même saveur que le voir en direct. C'est ça, surtout ça. Donc d'où le décalage horaire qui restera un problème pour ces Jeux Olympiques. Les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, donc axé principalement sur les Jeux Olympiques de Tokyo. C'était vraiment super de pouvoir m'appuyer sur votre expertise, sur votre vision des choses, sur vos pronostics, un petit peu vos envies, sur les athlètes français. En tout cas, on a essayé de ratisser un petit peu large, de parler de l'actualité, de parler un petit peu de l'histoire et aussi de parler de nos attentes sur les résultats de nos Français. Rémi, merci pour ta première intervention, c'était vraiment super. Il faut venir plus souvent, hein. Ouais, merci à toi. Franchement, c'est cool, hein. Comme j'ai dit, parler un peu autre chose. Là, c'est un peu d'actualité, ça arrive, c'est bien. Ça commence en 4 jours, on est tous excités. Alors, certes, comme tu l'as dit, il y a les vacances, mais bon, moi, je serai devant certains horaires de la télé. Enfin, horaires de la journée, pardon, mais on fera et je reviendrai avec plaisir. C'est vraiment super. Martin, je dois te remercier aussi parce que tes interventions ont été toujours truculente et extrêmement bien timée. Encore une fois, je pense que c'est vraiment le renard des surfaces, c'est vraiment un truc qui se fait à plusieurs et tout simplement, sans les intervenants, le renard des surfaces n'est rien. Donc vraiment, merci à tous les deux. Passez une très bonne soirée et je vous dis à très vite sur Renard des surfaces. Merci Olivier, à bientôt. Au revoir. À plus les gars. Ouais.